Voilà. Vas-y. Voilà, chers auditeurs d'Afrique Kadjama sur Radio Air Libre 87.7 FM. Au mois de février, comme je le disais, nous avions reçu le pasteur Kibutu, qui est le pasteur de l'EIB, l'Église internationale de Bruxelles. Pourquoi nous l'avions reçu? Tout simplement parce qu'il venait nous dire qu'il avait l'intention, en tout cas, de se lancer dans quelque chose d'assez important, c'est-à-dire l'organisation de la communauté congolaise, de la diaspora, une œuvre très difficile. Je disais dans cette émission du mois de février qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont toujours échoué. Est-ce que c'est un pasteur qui réussirait? En tout cas, cela nous intéressait vraiment. Et c'est pour cela que nous l'avions reçu au mois de février, une promesse. Il allait nous appeler pour faire un petit, je dirais, compte-rendu de la manière dont les choses allaient se passer. Et la deuxième, que dans les 6 mois, il faudrait que la structure soit prête et que ça soit déjà lancé. Et nous sommes au-delà de ces 6 mois. Nous sommes aujourd'hui 6 mois, c'est-à-dire au mois d'août. Mais nous sommes au mois de... C'est beaucoup quand même de la part d'un pasteur qui vient donc nous voir, je crois, pour nous faire état de l'avancement, ou plutôt de la fin, en tout cas du calvaire, de la construction de cette organisation. Pasteur Kibutu, dites-nous où est-ce que nous en sommes? Bonjour Papa Fatouma, merci pour cet accueil à la radio Air Libre, puisqu'il s'agit de la société. La diaspora, c'est la société, et la radio Air Libre est là pour la société. Vous êtes pour nous des partenaires directs de notre porte-parole, ce qui nous aide à faire arriver le message à la destination plus facilement que nous ne le ferions avec nos coups de téléphone. Effectivement, nous avions promis de revenir pour faire un rapport, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que finalement, en venant chez vous, c'est que nous venons aux Bruxellois, nous venons aux Congolais de Belgique pour leur dire que s'organiser, c'est structurer, c'est un besoin de la diaspora congolaise. Nous l'avons constaté, nous avons fait beaucoup de voyages. Après la Belgique, nous sommes allés en Angleterre. Après l'Angleterre, nous sommes allés en France, à Paris. Nous sommes allés à Lausanne, nous sommes allés à Aachen en Allemagne. Et nous sommes allés au Canada, au Québec, nous sommes allés aux États-Unis d'Amérique, dont nous avons fait le tour de presque les plus grands pays du monde dans lesquels se trouve la diaspora, pour aller dialoguer, pour faire des conférences partout, des conférences débats qui se soldaient régulièrement par beaucoup de questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Si vous entrez sur YouTube, vous pourrez trouver probablement quelques archives à gauche et à droite. Nous ne pouvions pas tout filmer, mais en tout cas, nous avons fait beaucoup de constats. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Il fallait construire des statuts adaptés à la situation. Il fallait produire des documents de travail, comme par exemple des règlements d'ordre intérieur, de police, de fonctionnement, une gestion adaptée aux ambitions et tout ça. Donc il fallait trouver des comptes bancaires sécurisés et toutes ces choses ont pu être faites. Et nous avons tout résumé dans un tout petit document, une brochure guide, édition juillet 2016. Donc tout se trouve dans une petite brochure. Il suffirait de tomber sur cette brochure et vous la parcourez et vous trouverez tout ce dont il est question aujourd'hui. Nous pouvons vraiment... Où est-ce qu'on peut la voir? Elle est disponible, nous pouvons la voir sur notre site web qui va être libéré incessamment. Il est quasiment prêt, mais aussi on peut trouver ça plus facilement lors de notre rencontre de ce dimanche, pas ce dimanche de demain, mais le dimanche à 8, oui, le 25 septembre à 18 h, c'est là que nous aurons une grande réunion d'information. Et c'est pour cette réunion principalement que nous sommes venus aussi, afin de dire aux amis qui étaient au courant de cette méga organisation en gestation,
que voilà, les choses sont prêtes, ils peuvent venir, ceux qui peuvent se déplacer, qu'ils viennent le dimanche 25 septembre à 18 h à l'auditorium de l'Église internationale de Bruxelles. Et c'est là que nous allons présenter tout ce qui a été fait. Ils pourront poser les dernières questions et avoir l'occasion de passer à l'action. Parce que déjà, un peu partout dans le monde, les gens sont en train de s'inscrire, puisqu'à la fin de la brochure, il y a un formulaire d'inscription, et donc c'est possible de passer à l'action. En tout cas, la machine est prête, le travail est fait. Cette formulaire qui est à la fin de la brochure, c'est un formulaire qui vous engage? Oui, ça engage, c'est-à-dire, en réalité, on ne s'engage pas parce qu'on est de la diaspora congolaise, on appartient à un corps. Donc, ce n'est qu'on se fait connaître. On dit, oui, cette cause-là, ça vaut la peine. Donc, s'engager, on est engagé de naissance, en réalité. Attention, ça peut rappeler le MPR. Non, ça c'est plutôt, je parlerai d'une identité patriotique, que le fait d'être de la diaspora, on est d'office concerné par toutes les causes de la diaspora. Notamment lorsque nous parlons des objectifs. Vous vous souvenez, la fois passée, quand je suis venu, j'avais beaucoup martelé sur deux objectifs que nous visons. Premier objectif, c'est rendre notre communauté plus visible. Et ça n'a pas besoin d'une couleur politique, ça a juste besoin d'une identité plus visible. Pour porter des causes, vous savez, dans un pays, même lorsqu'il y a des clivages, des divisions, des partis politiques, mais il y a toujours des causes nationales qui unissent tout le monde. Par exemple, la question de la sécurité aujourd'hui en Belgique et en Europe, ça unit tout le monde. Ça n'a pas de couleur politique. De la même manière, je crois que la communauté de la diaspora, moi je m'en suis un peu plus rendu compte à cause de mes recherches, mais tout le monde en est conscient qu'il y a des choses qui nous unissent d'office. Comme par exemple quand on parle en lingala de Makambo Mabele. Makambo Mabele, ce n'est pas un PR, ce n'est pas l'opposant ou celui qui est pro, c'est l'affaire de nous tous. Dans la diaspora, par exemple, lorsqu'on parle de discrimination, ça nous concerne nous tous. Lorsqu'on parle de pénurie dans les questions d'emploi, ça nous concerne nous tous. La santé pour tous, ça nous concerne. Le développement, nous sommes venus en Europe, tous avec un rêve de réussir. Et puis on se retrouve 20 ans, 30 ans plus tard, on patauge. C'est la question de nous tous. Donc, je crois que... Je vais rappeler quelque chose que vous aviez dit et qui résume peut-être un peu le drame dans lequel nos organisations et les gens se retrouvent. Vous aviez dit, la cause est gravissime. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, nous, de la diaspora? Ça résume un tout petit peu ce que vous disiez, mais en même temps, notre communauté, c'est une communauté assez difficile. Et d'ailleurs, les questions que les gens posaient montraient bien qu'il y avait beaucoup de doutes. Et l'une des questions que je posais, c'était comment surpasser cette réalité congolaise qui est surtout marquée par le doute envers toute organisation qui essaie de la représenter. Est-ce que ces éléments-là, vous avez trouvé réponse à ça? En toute humilité, que je ne peux pas dire que j'ai trouvé des réponses définitives, mais j'ai beaucoup progressé. Progressé à un certain nombre de niveaux. Premièrement, j'ai compris que les Congolais ont besoin d'être rassurés. Et pour les rassurer, tout au moins, il faut les consulter, aller les voir, pour lui dire, voilà, il y a un besoin. Beaucoup d'organisations naissent, on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont commencé. Elles portent notre nom, mais sans nous. On ne nous a pas consultés, on ne nous a pas approchés, on ne nous a pas posé des questions, mais ils existent. Nous sommes récemment d'ailleurs, vous qui êtes dans les médias, certainement vous êtes au courant qu'il y a des gens qui se sont présentés à notre nom au Congo, disant voilà, c'est nous qui représentons toute la diaspora. Et nous ne les connaissons même pas. Donc, ce qui fait que, quelque part, le fait que nous ayons posé le pas dans le plus de directions possibles pour aller vers les Congolais et les rencontrer, c'était déjà quelque chose qui pourrait rassurer. La deuxième chose, c'est le type d'organisation, le type de structure que nous présentons. Nous présentons une structure ouverte. Ouverte, c'est un peu comme Radio Air Libre. Donc, qui laisse venir, qui laisse entrer. Il n'y a pas de niveau de structure verrouillé. Il n'y en a pas. Depuis la tête jusqu'à la queue, il n'y a pas de structure
verrouillé. Donc, quelqu'un qui arrive 3 mois plus tard après la création, quelqu'un qui arrive 2 ans plus tard après la fondation, peut s'orienter à l'intérieur de l'organisation comme il entend, pourvu qu'il comprenne et s'engage dans la direction qu'il veut prendre. Et troisièmement, le fait que, bon, nous avons présenté les objectifs, nous avons dit, voilà, ce que nous voulons faire. Est-ce que ça vous intéresse? Notamment, par exemple, sur la question de la gestion financière. Je sais que c'est, pour moi, dans toutes les conférences, c'était la question la plus pertinente. Avant qu'on arrive à la question financière qui est un peu de ce genre, lorsqu'on essaie aussi d'organiser la communauté congolaise de la diaspora qui est énorme, qui contribue sérieusement au budget de la RDC, ce que nous envoyons régulièrement, c'est énormément de millions de dollars. Alors, généralement, le pouvoir ne laisse pas faire facilement. C'est ce que les gens pensent en tout cas. Est-ce qu'on vous a laissé faire? Est-ce que le pouvoir, est-ce que les représentants du pouvoir vous ont regardé agir et ils ont croisé les bras? D'ailleurs, un de nos auditeurs disait, je vais le dire dans la langue qui a été utilisée pour poser la question, Soki ba nommé au président Yassini. Est-ce qu'au Koboya allez-vous refuser? Eh bien, heureusement que le poste n'est pas vacant. Mais pour ma fin, est-ce qu'on nous a laissé faire? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on peut aller demander de l'autorisation. Et il y en a d'autres pour lesquelles on ne demande pas d'autorisation. Si vous demandez, vous vous compliquez la tâche. S'organiser pour venir ensemble, pour faire le bien, c'est libre. Dans un monde libre, on peut s'organiser. Mais néanmoins, nous étions conscients de quelques petits bâtons dans les roues, mais franchement, au total, on nous a laissé faire. Par exemple, par-ci, par-là, il y a une banque qui refuse de donner le numéro de compte, d'ouvrir un compte pour nous. Et puis quand on pose la question, mais pourquoi non, on ne donne pas de réponse, ainsi de suite, parce que bon, le nom est impressionnant. Association internationale de la diaspora congolaise. Pour ceux qui comprennent le contexte et le contenu, ils peuvent se dire, mais ça c'est un pays, ça. C'est des millions de vies à l'intérieur d'une telle organisation. Donc, je peux dire que quelque part, il y avait de temps en temps, mais nous sommes allés chez tout le monde. Nous avons visité l'ambassadeur à Bruxelles. Nous sommes allés le voir pour les saluer, nous lui avons présenté notre projet. Il a été courtois. Il était courtois. Étonné. Non, étonné un peu et courtois à la fois. D'abord courtois parce que bon, il était très gentil même après que j'ai exposé les objectifs. Et puis courtois parce qu'il a sursauté de sa chaise en disant « Voilà, enfin, je trouve un Congolais qui ne parle pas politique, mais qui parle de socio-économique. » Donc voilà un peu. Et puis, à la fin, je l'ai entendu dire « Les jours où vous organisez vos congrès, nous serons disposés à apporter notre petite contribution. » C'était la fin de notre conversation. Donc, je dirais qu'il n'y avait pas véritablement de bâton dans les... Là, ça concernait donc la question des regards des politiques et les partenariats. On s'était quand même rendu compte que beaucoup de Congolais qui étaient dans des organisations ici, qui faisaient quelque chose, qui essayaient de faire quelque chose dans le genre, étaient quand même inquiets aussi, restaient sur le côté. Est-ce qu'il y a eu des partenariats qui ont été créés? Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme d'autres organisations du même type? Il n'y a en fait pas un grand enthousiasme, mais personnellement, je le comprends. Je le comprends comme suit. Je sais que lorsque vous commencez, la première méfiance n'est pas tellement vous risquez de nous dépasser. Non. Est-ce que vous réussirez? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous valez la peine? Et ainsi de suite. Donc, partout lorsqu'on commence, on se méfie. On voudrait attendre que vous portiez du fruit, que vous puissiez réussir. Alors quand vous avez réussi à ce moment-là, certainement, on peut vous courtoiser, on peut vous approcher parce qu'on s'est dit, on ne peut plus se passer de vous. Bon, je sais qu'il y avait beaucoup qui étaient un peu à l'écart, ça c'est sûr. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore plusieurs qui sont un peu méfiants. Je sais par exemple que récemment, il y avait une rencontre de plusieurs associations de la diaspora
congolaises. On a parlé même de 19 ou 29 associations qui devraient se rencontrer à une salle que je connais très bien pour l'avoir beaucoup louée. Ils étaient 29 organisations. Alors, entrer dans une salle de 115 places à 29 organisations, je me dis que ce sont toujours presque des organisations de femmes. Donc, c'est lui qui a créé, et puis 2 ou 3 amis qui l'accompagnent, ou 20 amis. Donc, je comprends que la méfiance est là, surtout l'ambition. Mais ce que les gens oublient, c'est que notre ambition n'est pas du tout liée à l'idée que nous voulons réussir de grandes choses. Notre ambition est liée à nos observations, aux besoins de notre diaspora. Nous savons qu'il y a 50% de la diaspora congolaise, du moins ici en Europe, qui n'ont pas d'emploi. Et cette situation n'a pas évolué. Cela veut dire que s'il y a des organisations qui existent, ces organisations n'ont pas encore répondu aux besoins. Qu'il y a seulement 14% des diplômés congolais qui ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire que 86% des gens formés n'ont pas d'emploi. Et les organisations qui existent n'ont pas encore répondu. C'est-à-dire qu'une organisation de plus ne pourrait qu'apporter un peu d'eau dans ce moulin, vraiment qui traîne les pas. Puisque vous parlez de cela, les Congolais de Belgique n'ont pas de travail, d'Europe n'ont pas de travail, on pourrait aussi dire qu'il y a une responsabilité de ces pays qui nous accueillent. Mais votre organisation se tourne vers les Congolais. Pourquoi ce choix? Parce que je crois que les pays, nous ne pourrons pas efficacement les influencer si nous ne sommes pas réunis. Je donne un exemple. Nous avons quelques honorables, quelques élus parmi les Congolais. Pour autant que je m'en souvienne, l'élu les plus en avance, en tout cas aux dernières élections, avait moins de 4000 voix, alors que nous sommes 100 000 en Belgique. C'est pas normal. Mais on n'est pas tous belges. Hein? Oui, bien sûr qu'on n'est pas tous belges, mais en tout cas, on n'est pas moins de 10 000, les Belges. Donc, si nous étions organisés, si nous pouvions venir ensemble, cela pourrait faciliter la tâche à beaucoup de choses. Donc, pour nous, la visibilité, ce n'est pas seulement une question de l'association, mais la visibilité, c'est une question communautaire. C'est tout simplement, nous voulons participer à la visibilité. Je vous donne un exemple qui entre un peu dans mon domaine. Lorsque l'église du plein d'évangile de Séoul est devenue une méga church, comme on dit, une méga église. Autrefois, ils avaient environ 8000 membres, et puis tout à coup, sont devenus 1 500 000 membres, c'est-à-dire la plus grande église de l'histoire de l'humanité. Dès ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Sud? Eh bien, c'est que toutes les églises de la ville de Séoul, celles qui avaient 80 membres, désormais c'était 8000, c'était 9000. Je suis dans le domaine des statistiques de croissance de l'église. C'est un peu les matières que j'ai étudiées pour mon doctorat. Et alors, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un grand mouvement de croissance d'une église, ce mouvement a influencé tous les groupes. C'est un peu comme une grande inondation qui vient sur un territoire, et bien tous les petits ruisseaux sont inondés. C'est ce qui peut arriver lorsqu'un grand mouvement réussit. Donc notre ambition, c'est une ambition de la diaspora congolaise. Ce n'est pas une ambition des noms, mais c'est une ambition de la diaspora congolaise. Nous disons, si la diaspora congolaise vient ensemble, cela va influer sur tout le reste. Les organisations qui tardent à avancer, je me souviens, quelque part, un membre, un responsable d'une organisation qui est entré, parce qu'il y a quand même des organisations importantes qui sont entrées en collaboration avec nous, il y a même celles qui se sont présentées, notamment en Amérique du Nord, en Suisse, et ainsi de suite, au point que l'une des responsables, une maman responsable de l'une des organisations, nous disait, mais vous savez, les Congolais ne peuvent jamais cotiser. Mais aujourd'hui, avec le mouvement que nous menons, qui présente la cotisation comme un comportement citoyen moderne, nous enseignons au peuple à cotiser, en sorte que non seulement l'Organisation internationale de la diaspora congolaise pourra avoir bénéficié du fruit communautaire de cette cotisation, mais les organisations qui existent déjà,
et qui attendaient ces sursauts du Congolais dans la cotisation pourraient en bénéficier. Une question, parce qu'elle vous a été aussi posée, pourquoi le Congolais ne cotise pas? Vous avez parlé de la méfiance, du doute. Il va gérer comment, il va chipper notre pognon, il veut s'enrichir, il ment, ainsi de suite. C'est faux? C'est pas totalement faux, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut éduquer les uns et les autres, aussi bien ceux qui s'organisent que ceux qui doivent donner. Parce que c'est une maladie, il faut la soigner. Parce que vous savez très bien qu'il n'existe pas de société qui puisse réussir sans cotisation. Les taxes sont des cotisations. Toutes ces nations qui n'ont ni diamant ni or, qui sont devenus des pays développés, comment elles ont réussi? N'est-ce pas par la cotisation des peuples? Donc la contribution ou les contribuables, c'est de l'or pour toute société. Il faut donc soigner les uns et les autres. Ceux qui gèrent doivent prouver qu'ils méritent la confiance des autres. Et puis ceux qui doivent donner doivent le faire parce qu'il faut progresser. Voilà. Donc on peut entrer un tout petit peu dans la structuration, plutôt dans l'organisation elle-même. Quand vous aviez dit qu'il y avait déjà une petite équipe autour de vous, d'une douzaine de personnes, oui. Dont des spécialistes, des fiscalistes, des juristes, et vous disiez aussi que cette équipe devrait être un peu élargie à 21 personnes. Je ne sais pas si cette équipe est déjà faite, mais avant que vous ne répondiez à cette question, nous allons voir si nous avons un auditeur sur le 02 344 58 59, c'est notre numéro de téléphone. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Question concernant la méfiance des cotisations. Lui, il insiste beaucoup sur le fait que si les gens se méfient de cotiser, c'est parce qu'ils ont fait le constat d'une opacité totale, en général, dans nos organisations. Et puis, même, il a parlé des églises. On constate en tout cas que dans la plupart de nos églises, la trésorière, c'est souvent maman pasteur. Donc, même à l'intérieur, les cotisations, c'est toujours un problème. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis dans cette organisation pour que cette méfiance, pas cette méfiance, mais pour que ce problème, qui est un problème concret, soit résolu, celui de la transparence, comment dirais-je, dans l'organisation? Nous ne pouvons pas changer le passé. Le passé est là, il parle contre nous, mais nous pouvons changer le futur. Ça, c'est sûr. Alors, il y a quand même une remarque que je peux faire avant d'aller plus loin dans ma réponse. C'est grave ce que... Enfin, pas grave, je veux dire, c'est dur à entendre. Oui. Le passé parle contre nous. Oui, le passé parle contre nous, mais nous ne pouvons pas le changer. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous faire soigner. De nous faire soigner. Les Congolais est malade. Voilà, les Congolais est malade, aussi bien celui qui dirige que celui qui est dirigé. Les deux, c'est pourquoi ils sont dispersés. On frappera les bergers et les brebis se disperseront. Peut-être que le berger s'est frappé sur lui-même et puis finalement les brebis sont dispersées. Mais est-ce qu'il y a-t-il un besoin de venir ensemble? Ça s'impose. Ça s'impose. Si on ne vient pas ensemble, on ne changera pas la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. On a parlé de l'opacité. Dans les documents que nous avons produits comme guide, nous parlons de comment nous allons nous comporter. Je suis dedans tout simplement parce que c'est comme ça. Quand vous êtes leader, vous devez prendre sur vous la responsabilité. Mais le principe de l'association internationale de la diaspora congolaise, sa spécificité est celle-ci. Il y a deux types de financement qui vont se faire, ou deux types de cotisations. Il y a la cotisation des leaders, il y a la cotisation des contribuables. La cotisation des leaders, par exemple, pour les différents responsables des comités, ils cotisent 150 € par an, pas par mois, par an. Et les 50 € de surplus, ils s'en servent
pour leur gestion quotidienne de leur équipe. C'est-à-dire, les membres de l'équipe donnent l'argent qu'ils utilisent dans l'administration. Tandis que les 100 € sacrés de chaque contribuable ne pourra s'exprimer qu'au travers d'un projet de développement. Donc cela modifie totalement la donne. C'est un peu le génie de cette équipe. Je le dis humblement, mais en tout cas, il faut aussi être franc, que c'est le génie de cette équipe d'essayer de résoudre, de contourner un sérieux problème. Où souvent, les gens qui s'organisaient à l'association, lorsqu'ils recevaient les cotisations, les géraient. Mais maintenant, la différence, c'est que quand... Avant que je ne donne la parole à Marco, qui va poser quand même une question. Donc, oui. si j'ai bien compris, les personnes qui viennent adhérer à l'organisation payent une cotisation normale, je dirais de 100 €, oui. Et ceux qui font partie de la gérance, oui. du staff de l'organisation, ils payent 150. Oui. Donc, pour que l'organisation fonctionne, il n'y aura que les 50 € en surplus oui. qui seront utilisés. Bon, on a biso pour aussi mbamote. Oui, bon, on a biso et coquinde, parce que nous qui sommes leaders, en plus de ces 50, nous sommes aussi dans les contribuables, et bien les 100 € seront destinés inévitablement au projet de développement tel que c'est prévu par nos statuts, tel que c'est prévu dans les différents plannings qui sont là. Sur la table. Oui. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que votre passé joue contre vous. Oui. Maintenant, vous travaillez avec toute une équipe. Vous vous rendez compte du risque de votre image que vous prenez. Oui. Parce que vous travaillez avec une équipe. Moi, j'aimerais savoir cette équipe-là, elle a été choisie comment, de quelle manière? Et quelle confiance avez-vous par rapport à elle pour que votre image ne puisse pas souffrir de la méfiance des Congolais dans l'avenir? Juste une petite correction par rapport à ce que Marco vient de dire. Il n'a pas dit que son passé joue contre lui, il a dit notre passé joue contre lui. Notamment de lui qui est le coordinateur. Bien sûr. Oui. Il est initiateur, coordinateur, et j'ai vu que c'est le responsable numéro 1. Oui, mais les coordinateurs... oui. Le choix des collaborateurs. Vous savez, quand vous construisez une méga organisation comme celle de notre diaspora, vous ne pouvez pas imposer des critères stricts. Il faut plutôt compter sur le fait qu'il y ait des gens qui portent le fardeau. Y a-t-il des gens qui portaient déjà les fardeaux? Lorsque j'avais, pour faire un peu l'historique, lorsque j'avais présenté dans cette petite conférence des 15 intellectuels congolais la problématique de la diaspora congolaise, ils ont posé des questions et ils ont constaté que j'avais fait un bon diagnostic. Ils se sont dit, mais tiens, la diaspora est malade et vous l'avez bien diagnostiqué, c'est bon, si vous voulez bien, que vous puissiez participer aux soins du malade, parce que vous en comprenez la maladie. Alors, dans ce moment-là, nous, de façon naturelle, nous constatons que parmi les 15, il y a 7 spontanément qui se présentent pour dire, voilà, nous, on est disposés à vous accompagner pour voir ce que nous pouvons faire. Et je peux vous dire que ce n'est pas décevant d'avoir des gens avec qui nous collaborons. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, concernant le risque que mon image ne soit ternie, vous savez, mon cher journaliste, dans la vie, il n'y a que ceux qui prennent les risques qui accomplissent des choses. Je suis pasteur depuis 30 ans. J'ai étudié dans ce pays jusqu'à un niveau doctoral depuis le début de l'université. J'ai enseigné à l'université. Je prends des risques, mais ces risques, je les juge, je les pèse, je les soupèse. Et je peux dire que pour la cause de la diaspora congolaise, même si je ne peux pas prendre tous les risques concernant les Congo, vous savez, il y a même des risques qui peuvent amener jusqu'à la tombe. Je ne peux pas prendre à moi seul tous les risques, mais je pense que cette partie-là de risque, je devais le prendre pour la cause de notre communauté. Maintenant, nous avons pris des précautions, comme je suis un chevronné d'association, parce que je suis quand même un vieux d'association, c'est 30 ans
que je pilote une église avec des églises filles qui se trouvent dans 3 continents. Donc, je suis un tout petit peu habitué aux questions qui touchent les associations et les reconnaissances auprès de l'État. Et donc, ce qui fait qu'on peut minimiser les risques, on peut verrouiller, on peut connaître les endroits où il faut être prudent, comme par exemple les numéros de compte. Vous ne pouvez pas les livrer en pillage à un seul individu, ni à 2 individus. Il faut faire en sorte que les comptes ne soient pas disponibles aux gens d'une manière facile. Deuxièmement, lorsqu'il est question de créer par exemple une entreprise. Je donne un exemple pour la création d'une entreprise, parce que les 100 € sont destinés à la création d'entreprises ou de services. Alors, lorsqu'il faut créer une entreprise, qu'est-ce que nous faisons? Un projet en bonne et due forme est étudié par notre équipe d'experts. Soit dit en passant, papa, moi, ils sont déjà à 120. Donc, un projet est étudié, il arrive à notre niveau comme étant un projet acceptable. C'est un projet à exécuter à Londres. Immédiatement, nous contactons notre comité qui se trouve à Londres, parce que nous avons aujourd'hui un comité en Angleterre, un comité en Allemagne, un comité en France, un comité en Belgique, un comité au Québec, un comité en Hollande, et ainsi de suite. Nous avons des comités un peu partout. Donc, immédiatement, le comité qui se trouve à Londres est impliqué. Et les membres de l'équipe d'experts, les 120 dont je parle, les membres des équipes d'experts qui sont du domaine de cette entreprise-là, qui sont du domaine, immédiatement deviennent les conseillers. Un peu comme une sorte de forme de conseil d'administration pour aider à la réalisation du projet. Alors, de la sorte, l'argent qui va sortir ne va pas se retrouver dans les mains de ceux qui sont dans l'organisation, mais vont sortir au niveau du projet de l'entreprise. Alors, quelle est notre sécurité là, à ce niveau-là? La sécurité est double. Premièrement, nous qui décidons pour envoyer l'argent, les comités nationaux qui accueillent l'argent, mais aussi l'État. Parce qu'à partir du moment où l'argent entre dans un contexte d'une entreprise, il n'y a plus que l'œil des Congolais, mais il y a aussi l'œil du gouvernement, l'État qui s'intéresse, parce que toute entreprise qui existe dans un pays est d'office une entreprise qui engage l'État du pays. Donc on est doublement en sécurité. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas agir en noir. Oui. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Ou démocratique? Eh bien, ce n'est pas théocratique, c'est-à-dire que ce n'est pas de Dieu, hein, donc c'est non religieux. Nous l'avons dit dès le commencement de notre mouvement, que le mouvement, l'association allait être non politique et non religieuse. Mais maintenant, est-ce que c'est démocratique? Oui. Oui, parce que il y a des mandats. Il y a des mandats, donc c'est 4 ans de mandat par comité, et ces comités peuvent être renouvelés une seule fois. Et puis, c'est ouvert, donc c'est aussi démocratique. Le fait que c'est ouvert, c'est pas verrouillé. Donc, quelqu'un qui arrive peut entrer dans les comités pourvu qu'il réponde à des petits critères dont on peut parler. C'est très intéressant et c'est une évolution majeure, oui. Parce que lorsque vous étiez venu au mois de février, cet aspect-là de durée déterminée des mandats, oui. On ne le voyait pas encore. D'où la question qu'on posait, est-ce que c'est votre organisation, c'est votre structure où ça appartient à tout le monde? Mais il y a un auditeur en ligne 02 344 58 55, monsieur, madame, bonjour. Compris, monsieur Diessel. Merci beaucoup. Est-ce que les personnes qui cotisent ont accès aux comptes? Est-ce qu'ils peuvent vérifier les comptes? Ou bien il faut atteindre un certain niveau pour avoir ce pouvoir-là? Dans les documents... Peut-être avant que vous n'atteigniez ce point-là, une question, mais ne vous éloignez pas trop de cette question concernant la possibilité des membres de pouvoir vérifier et contrôler. C'est de la transparence. Oui, pasteur. Est-ce que cette transparence est totale ou pas? Je comprends très bien la préoccupation des auditeurs, mais il faudrait peut-être que dans votre réponse, vous veniez au statut de l'association, parce que dans toute organisation qui fonctionne de manière normale, les comptes financiers, je suppose, qui sont acceptés par une assemblée où tout le monde est appelé à voter pour autant qu'ils sont en ordre de cotisation.
est-ce que c'est possible que tout membre de cette association qui s'est dit internationale de la communauté congolaise, que tout membre puisse avoir accès au compte de l'association? Je pense que si vous trouvez une formule, pour moi, ça serait une formule aberrante. À la fin de notre guide, il y a questions fréquentes. Et cette question figure parmi les questions qui sont déjà prévues dans les documents que notre ami, notre compatriote Philippe pourrait avoir à sa disposition. Nous avons un document un peu plus important, un peu plus volumineux, que nous appelons police de fonctionnement. Et il est normal que dans une organisation où la cotisation joue un rôle majeur, qu'on ait prévu le mécanisme de contrôle et d'accès à l'information. Voici ce que nous avons prévu. Lorsque les cotisations arrivent dans l'association, dans le compte de l'association, et que des projets sont acceptés, tout ce qui se fait, tous les bilans qui se font, les comités nationaux y ont accès, principalement les comités concernés. Parce qu'il faut comprendre que dans un programme comme celui-ci, qui est un peu comme un programme international, donc nous ne pouvons pas mettre à la disposition du monde entier un bilan qui se passe en Belgique, par exemple. Par contre, lorsqu'il y a un projet de société ici en Belgique qui est financé par l'organisation, les comités nationaux de Belgique, les gens qui... nous avons ce que nous appelons un conseil général. Le conseil général est constitué pratiquement de tous les membres des structures et tous les membres des comités. Eh bien, ces gens-là ont accès semestriellement à un rapport financier général de l'organisation. Maintenant, à partir du moment où il y a des écrits, ceux qui sont plus curieux peuvent les consulter à volonté auprès des présidents des différents comités. C'est totalement ouvert. C'est totalement ouvert. Et je peux vous dire que il y a une chose que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi, je ne sais pas comment le dire modestement, comme pasteur, mais je ne pourrais pas dire simplement comme pasteur, pas tout le monde, comme professeur d'université qui forme les pasteurs, spécialiste des questions de l'Église. Je n'aime pas trop qu'on puisse comparer la manière d'organiser notre société à la manière dont les églises sont organisées. Parce que, voyez-vous, l'association Église est une association très particulière. Très particulière. Même le budget de l'Église n'est pas comme le budget de n'importe quelle association. Le budget de l'Église est historique. Il y a 4 points dans le budget de l'Église, tel que Jean Calvin l'avait conçu. Il y a les bâtiments, il y a la mission, il y a les clergés, c'est-à-dire les pasteurs, et il y a les pauvres. Donc ce sont les 4 postes de dépenses d'une église. Et tandis qu'ici, nous parlons emploi, nous parlons des services, nous parlons de l'aide dans notre pays, nous parlons de beaucoup de choses. En fait, je pourrais dire que nous devons être plutôt ouverts à l'idée que même lorsque nous avons envie d'avoir l'information, qu'on laissera, ça c'est garanti dans nos statuts, on laissera à ceux qui sont curieux la possibilité. Et d'ailleurs, je pourrais dire même à notre compatriote Philippe que si vous sentez dans votre besoin, dans votre cœur, vous avez le désir de participer au contrôle du bien de l'association, eh bien les structures sont ouvertes. Je l'ai dit au début, je le redis maintenant. C'est-à-dire, si vous voulez devenir membre d'un comité d'un pays, du moins pour l'association, vous n'avez pas beaucoup de démarches à effectuer. Si ce n'est que vous devez adapter votre cotisation et participer aux réunions. C'est aussi simple que ça. Et là, vous aurez directement accès. C'est pourquoi nous avons des comités qui peuvent aller jusqu'à 200 personnes. Il faut payer un peu plus. Il faut payer plus pour faire partie du comité et avoir la totalité des informations. Et comme nous le faisons, nous n'avons même pas le droit des fondateurs. Nous n'avons pas un droit des fondateurs. Nous sommes tout simplement des gens qui contribuent comme les autres. Nous, dans l'équipe principale, nous avons donné 200 €. D'ailleurs, récemment dans les médias, probablement vous avez vu, lorsque je suis allé donner ma cotisation de 200 €, eh bien, il y avait même une caméra. Ce qui fait que moi, du côté pour 2016, je suis en ordre. Donc,
En tout cas, il ne nous reste plus beaucoup de temps vraiment pour le lancement de l'organisation Association internationale de la diaspora congolaise qui va organiser une séance d'information le 25 septembre à l'église internationale de Bruxelles, c'est à Gênes. Le pasteur ne nous a pas dit exactement à quelle heure et quels sont, comment dirais-je, est-ce que tout le monde est invité il y a ceux qui sont déjà au courant, il y a ceux qui se sont déjà engagés, et il y en a d'autres qui sont encore curieux pour voir et comprendre. Eh bien, tous sont les bienvenus. Bien entendu, on est peut-être plus de 10 000, là-bas il n'y a que 2000 chaises, mais en tout cas, je sais que nous allons nous débrouiller, nous avons des projecteurs pour faire en sorte que tous ceux qui vont venir soient les bienvenus. C'est dimanche 25 septembre à 18h. Jacques. Oui, pasteur, petite question de précision. Lorsque vous parlez de la diaspora congolaise, il y a un problème épineux qui interpelle toujours la communauté congolaise. Qu'est-ce que vous entendez par diaspora congolaise? Est-ce que c'est le fait d'avoir la nationalité congolaise, ou c'est le fait d'être d'origine congolaise, ou bien c'est le fait d'aimer ce pays tout simplement qu'on peut apporter son concours dans le cadre de cette association? Et une deuxième question, ça concerne l'adhésion des membres. Est-ce que l'adhésion s'est fait à titre individuel? Vous-même, vous êtes pasteur. Comment est-ce qu'on peut différencier votre action par rapport à votre église, si vous en avez une, parce que vous êtes manifestement un des responsables de cette association? Au fait, lorsque nous utilisons les termes, du moins par rapport à l'AIDC, l'association, lorsque nous utilisons les termes diaspora, nous ne voulons pas recréer la roue. La diaspora, c'est un concept qui existe depuis de nombreuses années. Plusieurs pays sont concernés. Au sujet de la diaspora, c'est la dispersion. Le mot diaspora veut tout simplement dire dispersion. Dispersion pour raisons politiques, économiques, et ainsi de suite. Donc, la dispersion se passe partout. Aujourd'hui, on comptabilise jusqu'à 214 millions d'hommes et femmes en circulation sur la terre, qui sont déracinés de leur nation d'origine et qui sont allés à l'étranger. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce concept, parce que si on dit plusieurs diasporas, si on dit plusieurs diasporas congolaises, on se trompe tout simplement dans son analyse. Pourquoi? Parce que la diaspora congolaise est une. Ce sont ces Congolais qui étaient au Congo. Il faut avoir un passé, avant tout. Un passé congolais. Maintenant, on peut, sur le plan biologique, descendre des Congolais, nous les comprenons bien, mais il faut avoir, au départ, un passé congolais. On a quitté, on est allé n'importe où au monde. On est unique. On est diaspora. Maintenant, lorsqu'il faut entrer dans la diaspora, nous savons que les relations sur la terre se créent tous azimuts. Il y a ceux qui ne sont pas congolais d'origine, mais qui ont un tel amour pour les Congos, que parfois cet amour peut dépasser certains Congolais. Alors ces gens-là sont les bienvenus. Dans notre guide, il y a les adhérents pour les Congolais d'origine, mais il y a aussi les amis du Congo, et nous sommes allés jusqu'à parler des sponsors. Ceux qui portent les causes, ceux qui voient les problèmes des Congolais, mais qui ne savent pas comment les résoudre. Ils ne peuvent pas aller trouver le premier Congolais qu'ils trouvent pour lui donner de l'argent afin qu'il aide les autres Congolais. Il faut une structure. Et d'ailleurs, dans les différentes questions qui étaient posées, notamment concernant les finances, je n'ai pas eu l'occasion de parler du statut juridique de l'association. C'est une fondation privée. Pourquoi nous avons choisi ces statuts juridiques? C'est parce que nous avons trouvé, avec les conseils de nos avocats, nous avons trouvé, que... On va laisser le pasteur prendre un petit verre d'eau, et c'est vrai qu'il a beaucoup parlé. C'est vrai. Donc, statut juridique, fondation privée. Oui. On rencontre ça plutôt rarement. Rarement. Dans nos organisations. Voilà, franchement. Et je ne veux pas trop parler de son origine pour ne pas toucher les grands patrons du royaume. Mais tout ce que je peux dire est que ces statuts juridiques vous permettent à la fois de recevoir la cotisation des contribuables. Vous avez la possibilité
de créer ou de participer à un développement sur le plan d'entreprise, mais aussi, vous êtes capable de demander de l'aide auprès des organismes internationaux. Mais en contrepartie, il y a deux impositions. Première imposition, c'est que vous devez être ouvert. Ils doivent contrôler, ils doivent voir. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, on impose un grand nombre d'administrateurs fonctionnant sur un plan collégial. Pour ce qui nous concerne, nous sommes 8 administrateurs. 8 administrateurs et on nous impose de fonctionner collégialement pendant 4 ans. C'est imposé dans les statuts devant notaire. Donc nous n'avons pas le droit d'avoir un chef avec 2 amis ou 3 qui viennent les jongler. Non, les 8. Donc nous sommes collégialement responsables de l'échec ou de la réussite. Et ça, je crois que c'est quand même une avancée importante. Oui. En tout cas, merci. S'informer avant de se déplacer pourrait appeler. Et puis, vraiment, le dernier mot, Pasteur Kiboutou. Oui, je sais qu'il y a le lien est disponible. C'est 0470 18 62 39. 0470 18 62 39, c'est mon numéro personnel. Et vous pouvez me contacter. C'est une réunion d'information que nous avons organisée. Je viens de rentrer d'une tournée au Québec et aux États-Unis pour faire connaître notre association. Et c'est l'occasion de donner des informations, de donner l'occasion aux amis de poser les dernières questions avant peut-être d'adhérer ou de cotiser et ainsi de suite. C'est vraiment une affaire. Il y a Bissonioso, c'est toujours dans les 2 objectifs. Le premier objectif, c'est notre visibilité. Hein? Lorsqu'il y a des problèmes comme Beni et d'autres, où sont 50 000, où sont 100 000 Congolais qui lèvent les doigts pour dire nous sommes un corps et nous voulons nous exprimer. Le dimanche dernier, il y avait des congrès un peu partout ici en Belgique. Tous les peuples belges étaient chacun dans un coin en train de s'unir pour manifester leurs forces. Où étaient réunis les Congolais? Peut-être dans un bar où je ne sais pas. Dans quel pays que vous avez visité pour faire parler de l'AIDC, il y a eu le pouls battait vraiment très très fort? Dans quel pays l'accueil a été, on dirait, enthousiaste pour vous? Je dirais que tous ceux qui sont venus à nos réunions ont été enthousiastes pratiquement partout, mais je crois que je garde un merveilleux souvenir de l'Allemagne, de la Suisse et bien entendu de la Belgique où nous sommes. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc, tous dans une semaine à l'EIB, rue Eitenhof. C'est une rue qui n'est pas loin du métro Belgica, à la commune de Gette. Merci beaucoup, M. Kiboutou. Merci, Papa Patouma, et merci à la radio Air Libre d'être une partenaire de choix. Merci.